La première podcast. À demain. Un jour dans l'histoire. Laurent de Hosset. Nous sommes le 2 juin 1613. Un capitaine de navire portugais, de retour d'une expédition au large de Sainte-Hélène, raconte. Venus de l'autre côté de l'île, s'approchèrent 4 navires hollandais avec moult artillerie et nombre de soldats. Les Hollandais, lorsqu'ils virent nos navires, firent voile droit sur eux et s'approchèrent avec grande démonstration de joie. Sonnant de toutes leurs trompettes bâtardes, montrèrent combien ils étaient sûrs d'une capture facile. Des deux côtés, on commença le combat et on fit parler l'artillerie haut et fort. Les nôtres combattirent avec un tel cœur qu'un des plus grands navires ennemis fut envoyé par le fond. Un autre se trouva fort merveilleusement avarié et fut obligé de quitter le combat. Son château avant fracassé, les autres si maltraités qu'ils résolurent s'enfuir, abandonnant à nos gens une complète victoire. Le 2 juin 1613, le Huitelet, fierté de la Compagnie des Indes orientales unifiées, s'enfonce dans les mers pour des siècles et des siècles. Pour la première fois, un travail méthodique d'archéologie sous-marine permettait de ramener en 1250 plongées 7000 amphores, d'innombrables poteries, les ancres et le matériel de bord dont vont s'enrichir les musées d'Europe. Un jour dans l'histoire, sur la première. Avec nous, Robert Stenuy. Bonjour Robert Stenuy. Bonjour. Vous êtes un grand archéologue de recherche sous-marine et vous publiez aux éditions du Trésor, Trésor des mers, l'histoire engloutie, avec plusieurs résultats, plusieurs aventures que vous avez menées dans le domaine de l'archéologie. L'une de vos passions a été l'invincible Armada, cette flotte d'invasion de Philippe II d'Espagne qui s'opposa notamment à l'Angleterre. C'est une passion qui a rempli votre vie pendant 4 ans. La page tournée, vous vous êtes intéressé à la période de la Compagnie des Indes. Qu'est-ce que c'est que, qu'entend-on par Compagnie des Indes? Eh bien, nous sommes au début du XVIIe siècle. Les Portugais ont été tout seuls pendant le siècle précédent à profiter et à s'enrichir des richesses de l'Inde. Et puis les Anglais, les Hollandais, et finalement les Français, les Scandinaves se sont dit pourquoi pas nous. Alors, ils ont fondé ce qu'on appelait les compagnies des Indes. Il y a eu d'abord les Voor-compagnies, qui étaient les compagnies hollandaises, nous sommes dans les années 1600. Et puis en 1603 s'est formée la VOC, la Verenigde Oost-Indische Compagnie, et la compagnie anglaise de l'Inde orientale, qui ont commencé à faire la chasse aux Portugais. Et ils ont fait une guerre vraiment atroce, parce que c'était une guerre sans prisonniers. On exécutait les blessés, on jetait à la mer tout le monde, y compris le pater. Et un épisode de ces guerres incessantes pour les richesses des Indes a été justement le combat dont vous parliez un instant, en rade de Sainte-Hélène, où l'un des premiers navires de la VOC qui rentrait avec une cargaison d'épices, parce que c'était les épices que tout le monde voulait, eh bien, ce navire-là, le Huitelet, a été coulé par 2 Portugais qui étaient à l'ancre. Ouais. On va revenir sur l'aventure du Huitelet, mais avant, intéressons-nous encore un petit peu à ces compagnies des Indes. C'est un véritable État dans l'État. Absolument, oui. Prenons l'exemple de la compagnie hollandaise, qui était l'une des 2 plus importantes avec les Anglais. C'était une compagnie où tous les Hollandais pouvaient investir, mais c'était organisé avec l'aide de l'État, c'est-à-dire que la marine de guerre hollandaise les soutenait. Eux, de temps en temps, prêtaient leurs canons à la marine de guerre. Et c'était, si vous voulez, c'était une compagnie d'État qui monopolisait, après quelques tentatives tout au début où plusieurs villes se faisaient la concurrence aux Indes, c'était pas une bonne chose. Alors, les Hollandais sont organisés comme ils savent le faire pour des questions commerciales et ils sont devenus vraiment les premiers à l'époque. Alors, il y a cette course au profit, vous l'avez dit, mais il y aura aussi des retombées intéressantes au niveau géographique, au niveau des sciences également pour ces compagnies des Indes. Bien sûr, parce que quand on envoie pendant plus de 2 siècles
des milliers et des milliers d'hommes dans un monde nouveau, ces hommes apportent leur culture et reçoivent une autre culture en échange. Ce n'est pas seulement du commerce, c'était aussi, comme vous le disiez, des progrès géographiques, des progrès et culturels. Alors Batavia, ou Jakarta aujourd'hui, au nord-ouest de l'île de Java, c'était un endroit stratégique à l'époque. À l'origine, c'est Bantam, qui est plus à l'ouest, sur la côte nord de Java, qui était le centre, le port d'attache, la capitale de la compagnie. Et puis, c'est devenu Jakarta. Oui. Et c'est là que résidait le gouverneur général, que les navires allaient s'approvisionner, qu'il y avait des entrepôts énormes, dont il reste pas mal de ruines d'ailleurs, que j'ai visitées. Et c'est de là que partait toute une flotte, la flotte locale, si vous voulez, qui allait dans toutes les îles d'Indonésie, en Chine, au Japon et en Corée, chercher des marchandises précieuses, de la soie, des bijoux et surtout des épices, ça, dans les îles d'Indonésie, qui étaient rassemblés à Jakarta, et quand les navires arrivaient, il n'y avait plus qu'à les charger et les renvoyer. C'était des longues missions qu'effectuaient ces navires. Plusieurs années. Ouais. Nous sommes avec Robert Stenui, on est sur les traces du Vitellet qui a fait naufrage en 1613. L'or, les bijoux et les rubis de la Girona avaient ici le chercheur inconnu d'alors au sommet de la confrérie très fermée des chasseurs de trésors. Le destin d'un chasseur de trésors se joue entre gloire et désastre. Laurent de Hossé, Un jour dans l'histoire, sur la première. Voilà un extrait du film À la poursuite des dieux engloutis de Karel Prokop. Alors Robert Stenui, archéologue sous-marin, on dit comme ça, archéologue sous-marin. Oui. Est avec nous donc pour cet ouvrage Trésor des mers, l'histoire engloutie qui paraît aux éditions du Trésor. Alors vous êtes intéressé, Robert Stenui, donc à la Compagnie des Indes hollandaises, pour faire vite. Vous avez épluché un à un les 3748 voyages de ces navires de la Vogue. Après quelques mois de tri, vous isolez 2 fiches qui correspondent à 2 épaves, celle du Last Drager qui a déjà été retrouvée et fouillée, et puis celle donc du navire Vitellet, le Lion Blanc. Alors avant d'aller fouiller ce navire, il faut nous arrêter sur un fait important, Robert Stenui, c'est la présence, l'importance de la porcelaine à l'époque. Alors quelle importance? Alors ça, c'était tout à fait inattendu, parce que j'avais trouvé la liste le manifeste du Vitellet, qui contenait en grand détail tout ce qu'il y avait comme épices. Donc le poivre, la cannelle, les clous de girofle, les racines de curcuma, etc., etc. Mais il n'était pas que du tout question de porcelaine. Ouais. Et nous avons trouvé, en effet, par contre, il faudrait que je le dise, et il y avait aussi, dans la liste des objets embarqués, 2 sacs en cuivre, marqués de 3 sceaux, scellés la VOC, qui était VOC-A et VOC-B, et qui contenaient je ne sais plus combien de milliers de carats de diamants, ainsi qu'une bague du prince de machin chose, et les rubis d'un tel autre Raja. Cela, je le dis tout de suite, nous ne les avons pas trouvés pour une raison très simple. Malheureusement, c'est que ça devait se trouver dans la cabine du capitaine, laquelle était juste au-dessus de la soute aux poudres, laquelle a explosé et a réduit en miettes toute la partie arrière du navire et a éparpillé nos diamants dans je ne sais pas combien de milliers de mètres cubes de vase. Mais nous avons eu l'heureuse surprise de trouver une quantité considérable de porcelaine. C'était des bleus et blancs, des porcelaines faites en Chine, à Chinterchen, qui avaient été embarquées à 1612 à Bantam. Et ça, c'était très important, parce que nous sommes à la fin de l'Empire Ming, le dernier des Ming. Et c'est une période qu'on connaissait assez mal, malgré l'abondance des pièces, parce que les Chinois ont cette habitude de toujours refaire la copie du modèle parfait, et ça va jusqu'à copier les marques des maîtres anciens au cul de chaque objet, de chaque assiette, de chaque bol. Et maintenant, grâce à nos fouilles, nous avons trouvé quelques centaines de pièces intactes malgré l'explosion, et des dizaines de milliers de tessons qui ont été étudiés très en détail au Rijksmuseum et qui servent de pierre de touche maintenant pour la datation précise de cette période Ming. Cette porcelaine qui, à l'époque, donc au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, était inconnue pratiquement des Européens, c'est ça? À peu près, oui. Les Vénitiens en avaient importé
qui étaient venus par la route des caravanes. Mais en tout petit nombre, et il fallait être roi, prince ou richissime banquier pour en avoir sur son étagère, dans son cabinet de curiosité. Et ça va produire un véritable engouement à l'époque. On vient de l'Europe entière, à Amsterdam notamment, pour admirer ces porcelaines. C'est vrai. Les Portugais en avaient rapporté pas mal auparavant, mais ils n'avaient pas compris qu'il y avait un marché pour ça. Ouais. Et les Hollandais ont très bien compris. Les Hollandais sont très forts en commerce et ils ont très bien compris qu'il y avait un marché. Et depuis, c'est devenu une des importations principales de la VOC. Alors du début du XVIe jusqu'à la fin du XIXe siècle, toutes les nations maritimes européennes vont envoyer plus d'1,5 million d'hommes vers l'Extrême-Orient. L'ensemble des navires vont déverser en Europe entre 130 et 150 millions d'objets en porcelaine. Alors l'aventure des fouilles du Huitfelay va commencer pour vous, Robert Stenui. Vous vous rendez donc à Sainte-Hélène. Et pour votre enquête, il y a un témoignage qui est capital. Je l'ai déjà cité, un exemple dans le sommaire, c'est celui du père Brito Alao. Qui est-il, ce Brito Alao? Oui, le père de Brito était le prieur d'un monastère au Portugal. Et c'est à ce monastère, ou à la vierge de ce monastère, que le capitaine du navire portugais avait voué son sort. Et comme ça lui avait très bien réussi, le couvent portugais en a tiré le plus grand profit par la suite. Il y a eu énormément de visiteurs qui venaient adorer la Vierge si toute puissante, etc. C'est une véritable enquête que vous menez. On parlait tout à l'heure dans l'extrait du film qu'on a entendu, on parlait de chasse au trésor. Vous êtes un chasseur au trésor, Robert Stenui? Oui et non. Laissez-moi expliquer quelque chose. Le mot trésor, ça désigne en général un objet très précieux et très difficile à trouver. Mais dans ma définition, le mot avec un grand T ne recouvre pas simplement l'or, les pierreries et les coffres de pièces de 8. Le mot recouvre aussi à part entière toutes les sortes de découvertes. Aussi bien un objet d'importance culturelle, sentimentale ou financière qu'on retrouve au fond de la mer, qu'une information qu'on retrouve dans un dépôt d'archives bien poussiéreuse. L'exemple d'un trésor, par exemple, de cette nature-là, c'est un document que je trouve à l'AGI, aux Archives générales des Indes à Séville, et qui, après 3 mois de recherche, m'a dit « Enfin, où est mon épave ?» Ça, c'est un trésor. Et ça fait plaisir à trouver. Et parmi les objets que vous avez trouvés, un qui n'a pas énormément de valeur non plus, je pense, c'est le sifflet du capitaine. Oui, mais ça, c'est évidemment un objet fétiche pour un chercheur d'épave. Je suppose que ça a beaucoup de valeur, mais pas en soi, c'est parce qu'il a de la valeur parce qu'on sait qui a soufflé dedans. Ah oui. C'est émouvant, j'imagine, quand on met la main dessus. Oui, il y a des choses encore. Ce que j'ai trouvé le plus émouvant, c'est une autre épave dont on peut parler, si vous voulez, l'épave de la Girona, qui était une galéasse de l'invincible Armada, donc 1588, conquête de l'Angleterre ratée par Philippe II. Qui voulait déboulonner la reine d'Angleterre et mettre sa fille catholique à la place. Bon. Échec total, la moitié des navires perdus, dont une galéasse qui rassemblait la crème des gentilshommes aventuriers, parce que 4 autres bateaux avaient fait naufrage, et tous les gens importants de ces bateaux s'étaient rassemblés finalement sur la Girona, et ils y étaient quand le bateau était perdu. Alors, une des choses que j'ai trouvées, c'est une toute petite bague en or sur laquelle il était gravé « No tengo más que darte ». Je n'ai rien de plus à te donner. Et là, je suis retrouvé dans mes recherches en archives avec l'histoire du rassemblement de l'Armada, d'abord à Lisbonne, puis à Cadix. Et j'ai revu, c'est comme si j'y étais le soir où un jeune gentilhomme aventurier redescendait du balcon de sa belle par la petite échelle de soie pour courir à son bateau. Et au moment où il mettait le pied sur l'échelle de soie, elle lui glissait la bague au doigt. C'était comme si j'y étais. L'archéologue sous-marin Robert Stenui est avec nous aujourd'hui. Alors surtout, lorsque l'on plonge sur une épave antique, il ne faut pas s'attendre à découvrir un bateau avec sa coque et ses mâts, pour une raison très simple, c'est que le bois a été totalement dévoré par des petits vers que l'on appelle les tares. Tout ce qui nous reste pour reconstruire
et quelques amphores. Un jour dans l'histoire, Allez, c'est parti. sur la première. Extrait du magazine scientifique C'est pas sorcier. Nous sommes avec Robert Stenhuy, archéologue sous-marin sur les traces du Vitellet. On y revient, ce fleuron de la Compagnie des Indes orientales. On va s'intéresser avec vous, Robert Stenhuy, donc au Vitellet. Nous sommes sur ces traces. Ce fleuron de la Compagnie des Indes unifiée, c'est donc sur le chemin du retour qu'avec 3 autres voiliers, il a péri. C'est pour cela que vous voulez étudier sa cargaison, et aussi parce qu'accessoirement, l'épave doit rapporter une petite fortune. Vous avez parlé de ces diamants, malheureusement, vous n'allez pas les retrouver. À qui appartiennent les objets qu'un archéologue sous-marin retrouve, Robert Stenhuy? Et ça dépend essentiellement, non seulement de l'épave au cas par cas, mais des eaux dans lesquelles elle se trouve et des objets dont on parle. Prenons le cas d'un navire de guerre, par exemple, mais ça c'est récent, appartient toujours à l'État, éternellement. Donc, mais attention, s'il y avait des passagers, l'État n'est pas propriétaire des biens des passagers qu'on retrouve sur un navire de guerre. Pour revenir au Vitellet, le bateau appartenait à la Compagnie des Indes hollandaises, la VOC, qui a fait faillite en 1795. L'État a épongé la faillite, donc il est devenu propriétaire de tous les biens, meubles, immeubles, et flottants ou coulés de la compagnie. Donc, j'ai obtenu un contrat avec la direction des domaines du ministère des Finances à La Haye qui me transférait la propriété de l'épave en échange d'un pourcentage des objets qui sont au Rijksmuseum. Alors, vous allez rencontrer à Sainte-Hélène le gouverneur de l'île qui va vous donner son aide. Ensuite, vous gravissez les 699 marches de ce qu'on appelle the ladder, c'est-à-dire l'escalier le plus haut du monde. Là, vous repérez la zone où le Vitellet a dû couler. Ensuite, on va essayer de faire la plongée avec vous, Robert Stenhuy. Vous plongez et vous arrivez quoi dans une espèce de vase Un fond très varié. Tantôt c'est de la vase molle, tantôt c'est de la vase dure, tantôt c'est de la pierraille et tantôt ce sont des masses de pierre de l'Est que les navires au fil des siècles ont jeté par-dessus bord pour prendre une autre cargaison, je ne sais pas. Parce que c'est un endroit où les navires ont mouillé pendant des siècles. Ouais. En réalité, cette île a été le petit paradis des Portugais de 1506, je crois, à l'époque où elle a été découverte, jusqu'à ce que les Hollandais puis les Anglais la découvrent aussi. Et alors, c'est devenu un champ de bataille. Exemple, le combat du Vitellet. Alors, vous arrivez donc dans cet environnement-là, et ce que vous allez découvrir en premier, c'est ce qui ressemble à un canon, c'est ça? C'est exact. D'abord, nous avons retrouvé un certain nombre de canons qui, curieusement, n'étaient pas enfouis, mais étaient visibles en surface, contrairement alors que d'autres parties de l'épave étaient sous 3 mètres de vase. Parce que, comme je vous dis, c'est un fond très, très changeant. Ouais. Alors nous avons commencé par remonter un des canons pour pouvoir l'identifier, donc sous des ballons de levage. Et ce sont des ballons qu'on a gonflés, c'est ça? Ce sont des gros ballons dans lesquels on insuffle de l'air après les avoir amarrés au canon. Et alors une fois qu'ils sont en surface, on les traîne jusqu'au port, et l'ami grutier les met sur le quai. Et alors on peut commencer à enlever la couche épaisse de crasse et de poivre qui les recouvre. Et qu'est-ce qu'on trouve? VOC-A. Donc, Verenigde Oost-Indische Compagnie, Amsterdam, et puis le nom du fondeur, Mwers, et une date 1602 ou 1603, je crois, et une image superbe de bateau qui est exactement le portrait de notre Vitellet. Parce que jusque-là, vous n'en étiez pas sûr. Mais non, il y a plein d'épaves dans la baie de Jamestown. Ouais. Qui est le port, qui est toujours le port, abrité d'ailleurs du côté abrité. Il y a plein d'épaves modernes et anciennes, donc il fallait des encres partout et des centaines de bouteilles et de céramique. Mais donc il fallait s'assurer, et là nous étions sûrs de notre fait, parce que je sais qu'il n'y a que ce bateau-là, de la VOC, qui a péri au mouillage. Il y en a un autre qui s'est échoué, mais qui a été récupéré après. L'équipe que vous avez réunie autour de vous compte combien de personnes environ? Nous étions 6. Et cette expédition, comme la plupart des autres, était financée par la société Comex de Marseille, qui est une grande société d'ingénierie sous-marine qui a été une des premières dans l'assistance au pétrole offshore. Et le président Henri Deleuze, qui malheureusement nous a quittés il y a quelque temps, il a fait une plongée de trop, pourtant tout jeune, à 84 ans. Et il a fait un accident de décompression dont il ne s'est jamais remis. L'épave du Vitellet, c'est un trésor de l'archéologie sous-marine. Nous sommes avec Robert Stenhuy. Ces
journalistes, ils n'en font jamais d'autres. Allons, calmez-vous, capitaine, que se passe-t-il? Mais lisez, tenez. On parle beaucoup dans les milieux maritimes du prochain départ du chalutier Sirius. Oui. Oh! Si nos informations sont exactes, le but du voyage, encore que la plus grande discrétion ait été observée à ce sujet... Ah, ça, oui. Le but du voyage, donc, encore que... ne serait autre que la recherche d'un trésor. Ouais. Ce trésor appartenant au pirate Rackham le Rouge se trouvait à bord du vaisseau La Licorne qui coule à Croaton vers la fin du XVIIe siècle. Ils sont vraiment bien renseignés, ces journalistes. Ça, vous l'avez dit. Le fameux reporter Tintin, merci pour moi, et son ami le capitaine Haddock sont arrivés à connaître l'endroit exact où se trouve l'épave de La Licorne. Par exemple, c'est curieux. Oh non, laissez, capitaine, je vais y aller moi-même. Un jour dans l'histoire sur la première. Extrait d'une adaptation pour la radio française de l'album de Tintin, Le Trésor de Rackham le Rouge. Robert Stenhuy est avec nous, archéologue sous-marin. Nous sommes donc sur les traces du Huitelet, de la Verenigd Oost-Indisch Group compagnie unifiée des Indes orientales. Alors il s'agit bien de votre épave, Robert Stenhuy. Le travail des foules va se révéler difficile, très lent. La vase, vous l'avez dit, forme une croûte très dure. Vous poursuivez quand même le rêve, c'est-à-dire retrouver la cargaison notamment de porcelaine chinoise. Vous l'avez dit également, énormément de spécimens, de clous de girofle, de noix de muscade, de poivre, 15 171 sacs de poivre. Le poivre qui a d'ailleurs un effet bénéfique pour certains objets. Oui, parce que ça les a protégés. Et en fait, vous avez raison d'en parler parce que nous avions installé une suceuse, donc une pompe à bulles sur un radeau. Et on travaille quand même dans 33 mètres d'eau, ce qui nous oblige à des paliers de décompression après chaque plongée. Mais c'était la première fois que je travaille dans une pluie de poivre. Généralement, la suceuse crache de la boue. Là, c'était du poivre. Mais le poivre avait protégé la surface des canons, d'une part, et aussi la porcelaine. Alors, je suppose que les Hollandais avaient fait ce que font tous les marins. Quand ils ont une cargaison précieuse, ils l'entourent de sacs de coton ou de choses relativement molles, comme des sacs, comme des épices, par exemple. Donc, ça a été très bénéfique, oui. Vous restez combien de temps sous l'eau? Mais écoutez, nous faisions 2 plongées par jour, l'une de 25 minutes, l'une de 35 minutes, je crois, l'autre de 20 minutes, avec des paliers à chaque fois et un intervalle de, si je me souviens bien, 3 heures, 4 heures entre les plongées. Alors, il faut des doigts de chirurgien pour fouiller. Vous racontez dans cet ouvrage Trésor des mers la fouille, enfin le grattage, comment ça se passe? Oui, il faut être très prudent parce qu'il est très facile de tout casser. Mais il est moins facile de dégager des objets. Et ceux qui sont dans la vase ne sont pas les plus difficiles à dégager. Ceux qui sont difficiles sont ceux qui sont pris dans cette espèce de béton, d'accrétion qui se forme à cause de la rouille qui se mêle au sable et au gravier. Et alors les objets sont vraiment comme un marron dans sa gangue. Et le jeu consiste à casser la gangue sans casser l'objet qui est dedans. Et puis vous progressez, vous dégagez, par exemple si on prend un plat, par exemple porcelaine, vous le dégagez de plus en plus, ça peut prendre beaucoup de temps et à la fin vous apercevez qu'au fond il était bréché, ça arrive aussi ça. Et le plus souvent. Ouais. Alors, le coup de théâtre, donc, ce sera la lettre d'un historien d'Afrique du Sud qui contient un document que vous ne connaissiez pas. Oui. Alors, c'est ce document-là qui vous dit que finalement, votre rêve de retrouver ces diamants, qui étaient en grande quantité, va s'effondrer. Oui, c'est lui qui m'a dit que le navire avait explosé, ce qui n'était pas clair dans les documents hollandais ni portugais. Mais le capitaine de ce petit navire anglais qui naviguait avec les Hollandais avait donné un rapport beaucoup plus détaillé. Comment se sent-on quand on sent que les choses se terminent là? C'est un échec, ça? Je ne considère pas ça du tout comme un échec parce que cette cargaison de porcelaine était la première cargaison de porcelaine jamais retrouvée. Après, bien sûr, il y a eu le Geldermalsen et d'autres où on a trouvé beaucoup plus d'objets de porcelaine. Mais ça, c'était la première fois et ça a eu vraiment un impact énorme au point de vue historique et de l'histoire de l'art. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, les tentations, j'imagine, sont grandes de retourner fouiller dans cette zone puisqu'on sait qu'il y a des milliers, je crois, de diamants qui sont éparpillés sur des centaines de mètres?
de mètres cubes. De mètres cubes, oui. De mètres cubes de vase. Alors, je vous laisse faire le calcul du nombre de jours ou de mois que ça représente, et ce ne serait pas raisonnable. Ouais. Vous devez subir la concurrence, Robert Stenhuy, d'archéologues sous-marins clandestins, ou je ne sais pas comment appeler, d'archéologues pirates. Ça nous est arrivé 2 fois. Une fois sur l'épave de la Girona, donc la galère dont je parlais tout à l'heure, mais c'était des pirates décaféinés. C'était les plongeurs d'un club local qui n'étaient pas vraiment dangereux et que j'ai pu écarter tout de suite par des moyens légaux. Quoique il y a eu quand même une petite échauffourée au fond, mais ça c'est pour la petite histoire. Et alors l'autre fois, c'était des pirates beaucoup mieux organisés qui nous ont volé la plupart des lingots d'argent qui se trouvaient dans un coffre perdu par le Slotterhoog, un autre navire de la Compagnie des Indes hollandaise. Mais celui-là partait en Inde et ne revenait pas. Et une nuit, ils nous ont pris 30 lingots qu'on laissait là parce qu'on aimait bien les regarder et qu'on attendait le caméraman de la BBC qui devait les filmer. Ça, eux sont arrivés avec un marteau, ils ont tout enlevé. Enfin, ça s'est bien terminé parce que c'était des fils de famille finalement. Et leurs parents étaient des amis de nos amis, donc ils ont tout ramené sur les marches de l'ambassade du consulat de Belgique une nuit. Et il n'en manquait que 2 ou 3. L'histoire c'est bien terminé. En tous les cas, aujourd'hui, on peut voir un exemple donc de ces trésors que vous avez mis à jour, Robert Stenhuy, notamment au Rijksmuseum. Donc une partie de ces porcelaines chinoises très très précieuses et qui ont permis donc la datation également, ça c'est important. Et puis d'autres aventures encore à vivre avec vous dans cet ouvrage qui paraît aux éditions du Trésor des mers. L'histoire engloutit notamment toutes ces années que vous avez passées sur l'invincible, les navires de l'invincible Armada. Merci beaucoup, Robert Stenhuy. Et merci à vous. Tous les jours, 13h30, 14h30, un jour dans l'histoire sur la première.